Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans votre démarche de présidentiable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est un immense défi, vouloir sauver son pays. Sauver contre quoi? Contre la décadence, le déclin, la perte de son essence même, de ce qu'on est, de sa liberté. Mon idéal, mon combat. Qu'est-ce qui a fait perdre ça à la France? Bon, en partie ses dirigeants, ses trahisons, et puis un assoupissement aussi collectif. Donc mon boulot, c'est de réveiller les Français, et de leur dire attention, l'histoire ne repasse pas les plats éternellement. 40 ans de légèreté, de désinvolture, ça se paye cher. Et j'ai pas envie que mes enfants soient les habitants d'un pays de seconde zone. Ça se paye comment? C'est quoi un pays de seconde zone? C'est un pays qui est plus libre. C'est un pays qui n'est pas fort. C'est un pays qui n'est pas juste. La France, pour moi, elle doit être libre, forte et juste. C'est ça la France. C'est la France que j'aime, en tout cas. Moi, mon ambition, si on peut dire que c'est une belle ambition, c'est de rendre aux Français la France qu'ils aiment. Mais c'est une ambition démesurée, tellement la tâche est immense. Mais ce n'est pas un homme seul qui peut le faire, d'ailleurs. Je ne suis que le catalyseur. Et vous comptez faire quoi pour tout ça? D'abord, il faut convaincre les Français de vous faire confiance. C'est mal barré? Non. Vous avez fait combien au dernier score des présidentielles? En 2012, c'était pas si mauvais. 2%, un peu moins de 2%. J'étais à 0% dans les sondages. Personne ne me connaissait. Et il y a quand même eu plus de 600 000 personnes qui ont été mettre le bulletin dans l'urne d'un type qui était inconnu et à qui on prédisait l'échec absolu. Ça m'a pas découragé. On a construit un mouvement politique. Aux européennes, on a fait 4%. Au régional, j'ai fait 6,5% en Île-de-France. Là, les sondages nous donnent entre 2 et 8. Les sondages, ils valent rien. Et la seule question que je me pose, c'est est-ce que tu fais, toi, tout ce que tu dois faire pour ton pays? J'ai le privilège, parce que je considère que c'est un privilège, d'être député de la Nation depuis un certain temps. C'est quoi un certain temps? Depuis 97. J'ai le privilège d'être maire d'une ville réélue à 80%, dans une ville de banlieue, à 3 reprises. Ça veut dire que les gens me font confiance localement. À partir du moment où je suis dépositaire d'une petite part de confiance, très modeste mais réelle, et que j'ai une certaine idée de mon pays, mon devoir c'est de faire tout ce que je peux pour faire triompher mes convictions, mon idéal, et l'idéal de ceux qui m'accompagnent aussi, parce que je me sens poussé par ceux qui m'accompagnent. Qu'est-ce qui va vous obliger à tenir vos promesses? Rien. Et on ne peut pas faire quelque chose pour vous obliger à tenir vos promesses? Vous savez, souvent je dis aux gens... Qu'est-ce que vous risquez? Ça me fait penser à ce que souvent les gens disent, est-ce que vous êtes honnête? Je veux dire, on est honnête ou on ne l'est pas. On respecte ses promesses ou on ne les respecte pas. La seule chose que je dis aux gens, je ne peux pas vous promettre parce que, d'abord, vous ne me croiriez pas. Ce que je vous demande, c'est de regarder mon passé pour comprendre mon futur. Vous avez un casier judiciaire? C'est-à-dire vierge. C'est-à-dire regarder comment j'ai gouverné au moins dans ma ville et regarder comment j'ai agi dans ma vie politique. J'ai plein de défauts sans doute, mais quand j'ai pas été d'accord, j'ai dit bye bye. J'ai quitté l'UMP quand Sarkozy gagnait. Parce qu'il m'a dit qu'elle allait violer la parole du peuple. Il vous l'a dit comment? Très simplement, il m'a dit ton Europe, m'emmerde pas avec ton Europe, je vais faire un traité qui va... on dira que c'est différent de la Constitution, puis ça sera pareil, et c'est pas... Je dis c'est pas référendum que tu le feras adopter. C'était en 2007. Il me dit non, on parle Parlement, on va pas consulter les Français. Bon. Et j'ai dit bon, bye bye, je m'en vais. Il m'a dit tu te suicides politiquement. Je lui ai dit oui peut-être, mais je ne peux pas accepter de participer à un gouvernement qui va faire voter ce que le peuple a rejeté. Et je pense que la crise de confiance qui traverse toute la société française politique... Et peut-être mondiale même. Oui, aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Mais est liée à ce mépris du peuple, à cette fausse démocratie qui s'apparente de plus en plus à une dictature. Et
Donc, j'en reviens aux promesses. Je ne peux pas dire aux gens, je vais faire tout ce que je vous promets de faire. Vous n'êtes pas obligé de me croire, je ferai tout ce que je peux. Mais regardez ce que j'ai fait dans mon passé. J'ai toujours dit stop quand j'estimais que trop, c'était trop. Et j'ai jamais été à la soupe. J'ai redressé une ville de banlieue. J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Je ne suis pas parfait, mais j'essaye de l'être. Et puis voilà. Et puis après, j'ai envie de dire aux Français, arrêtez de dire tous pourris, tous les mêmes, parce que ce faisant, vous laissez le champ libre aux vrais pourris. Bon, si vous passez pas le premier tour, vous allez appeler à voter quoi pour le deuxième tour? Je fais tout pour être au second tour. D'accord. Si vous je serai au second tour. D'accord. Et si on Je ne refuse de me mettre dans cette possibilité. Parce que si je me mets dans cette possibilité... Vous avez lu Sun Tzu, vous. C'est une certitude. C'est fini. Vous avez lu Sun Tzu? Je n'ai pas lu Sun Tzu, j'en ai entendu parler. Oui, heureusement. C'est une évidence. Mais je ne l'ai pas lu, ou tout moins je l'ai lu, j'avais lu des trucs il y a bien longtemps. Arthur Schopenhauer, vous l'avez lu? J'ai lu des choses de Schopenhauer, mais il y a bien longtemps, quand on était étudiant et qu'on lisait beaucoup. Vous étiez étudiant où? Oh, j'étais étudiant, quand j'ai fait Sciences Po. Ouais. Hélas. Hélas. Oh, mais non, c'était pas une école. Il y a beaucoup de cons et il y a beaucoup une pensée unique, surtout maintenant. Mais moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup lu. Et puis voilà. Et puis, on n'est pas obligé de faire des écoles pour lire. C'est pas faux. Je vais vous passer un petit extrait de 2 minutes d'une de vos interviews de 2015 qui parle d'une blague. Et ça, c'est une blague, en fait, qui n'est connue que par des gens qui font du renseignement économique ou de l'analyse. Et je vais vous demander la première question. Où est-ce que vous avez entendu cette blague-là pour la première fois? Est-ce que vous ne l'avez pas un petit peu mélangée avec votre propre passé ou votre propre interprétation? Et ensuite, je vous donnerai la vraie blague. C'est une blague qui se passe dans la jungle. Alors, vous la connaissez peut-être pas. Ah oui. Vous pouvez nous la redire alors? C'est l'histoire du japonais, du chinois. Ouais. Alors, je vous écoute. Oh, je m'en souviens plus des détails, mais enfin, c'est l'esprit. Non, mais c'est l'esprit qui est marrant. Non, je sais pas si c'est l'esprit qui est marrant, mais si, parce qu'elle est très simple. Alors, je vous écoute. Ce qui compte, c'est pas de courir plus vite que le lion, c'est de courir plus vite que ceux qui va bouffer. Allez, on va se la repasser. C'est parce que là, je crois pas que j'avais très bien dit d'ailleurs. Si. Bon, à la base, c'est pas du tout avec un lion, mais c'est avec un ours. Ah, oui, je savais pas. Et alors, où est-ce que vous avez entendu cette blague-là? J'en sais plus rien. Allez, je vous la repasse pour le fun. C'est-à-dire l'avenir. Et je vous rappelle l'histoire dans la jungle, qui est tout con, mais qui est marrante. C'était quoi comme émission? Il y a un Japonais, un Américain, un Chinois, un Français. Quelle émission? La Barge. Toutes les nationalités. Et ils sont perdus dans la jungle et ils voient un lion loin. Et ils voient l'un, une nationalité, parce qu'après on va dire que c'est du racisme, qui met des tennis, qui met ses baskets. Attention, politiquement correct. Qui met ses baskets. Et il y a les 3 autres qui le regardent et qui disent « Pourquoi tu mets des baskets? Parce que de toute façon, on va être mangé. » Il dit « Non. La vraie question, c'est celui qui va courir le plus vite. Voilà. Okay. Parce qu'il va vous manger, vous. C'est ça l'économie. Alors, elle n'est pas bien, mon histoire. Alors, on la refait alors? Elle est bien, elle est pas bien? Elle est bien, elle est simple. Bon alors. Elle est claire. Est-ce que vous pouvez... C'est la mondialisation. Où est-ce que vous avez entendu cette blague-là? Oh, j'en sais rien. Vous vous rappelez pas la personne qui vous l'a raconté? Vous savez, un homme politique voit tellement de monde, entend tellement de choses, c'est vrai, que parfois ça se perd dans le cerveau. Alors pourquoi c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai peut-être pas dite parfaitement. Alors à la base c'est un ours, on est tous autour du feu, on est bien, on est au chaud, et puis il y a un ours qui arrive, et il y en a un qui commence à se préparer, et il y a son copain qui lui dit « Mais pourquoi tu te prépares ?» Il dit « L'important, c'est pas de courir vite, c'est de courir plus vite que l'ours, mais surtout plus vite que le dernier. » Oui. Est-ce que vous pensez que la France est le dernier? Et est-ce que nos petits copains autour du feu nous font des croche-pattes? Je pense que la France est bien sûr l'un des derniers grands pays, entre guillemets, inconscients de la guerre économique mondiale, de la guerre scientifique, de la hiérarchie qui est en train de se mettre en œuvre, des nations. Et si on ne veut pas que notre pays soit un pays de serveurs, de parcs d'attractions, une sorte de grand zoo touristique, une sorte de Venise de parcs d'attractions, au XXIe siècle, de riches chinois, aux coréens, américains, je pense qu'on a intérêt à mettre vite les baskets et à courir vite. Voilà. Et est-ce qu'on a peut-être pas Ce qui me stupéfie, si vous voulez, je suis très surpris de cette espèce de naïveté. Pourtant, je ne suis pas un complotiste, je ne suis pas un parano, encore que pour être homme politique, il faut être un peu parano. Mais je ne pense pas vivre dans le délire complotiste, mais je suis stupéfait
de la crédulité de nos dirigeants ou alors de leur corruption. Ou de leur forfaiture. Ben là, ce serait la conséquence de leur corruption. Tout à fait. Et souvent, on croit qu'ils sont corrompus, mais on sous-estime leur bêtise ou leur légèreté. Et en vérité, quand on connaît un peu l'histoire de France, c'est fréquent. Pourquoi on n'a pas expulsé la délégation américaine quand on a appris que nos dirigeants, nos 3 derniers présidents, étaient écoutés par la NSA? Par faiblesse, parce qu'ils sont faibles. Vous auriez expulsé la délégation américaine? J'aurais pris des mesures immédiates, comme j'aurais donné l'asile peut-être à Assange ou à Snowden. Pourquoi peut-être? Non, peut-être par rapport à la situation. D'accord. Est-ce que maintenant, si vous je le donnerai, très clairement. Parce que la France, c'est la France. Et la France, c'est une idée. Si la France n'est pas une idée, ça devient un corps mort. Hein? Et ça ne veut pas dire que c'est qu'une idée, attention. Il faut un mélange. Pourquoi je suis gaullien plus que gaulliste? C'est parce que je crois que c'est cet alliage exceptionnel de la culture et des valeurs, mais aussi de l'esprit de réalité. Comment cette culture et ces valeurs... vous inquiétez pas. Comment vous voyez... Non, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des... Non, je plaisante. Ça me change de certaines interviews. Comment vous voyez cette culture, ces réalités, ces valeurs face à la réalité de terrain d'une géopolitique et d'une ceinture méditerranéenne complètement déboussolée, secouée, avec des millions de migrants en marche? Est-ce que vous pensez que les valeurs de France Terre d'accueil vont pouvoir résister à un afflux massif? Ah non, mais attendez, quand je parle de valeurs... je parlais pas de ça précisément. Mais... On parle de ça, là. Mais là, oui, mais je sais de quoi vous parlez. Je vais vous dire, je dis toujours, je l'ai dit à plusieurs interviews, si j'étais président de la République, là, la première chose que j'installerais dans mon bureau, c'est une carte d'Afrique et la carte du Maghreb. Et là aussi, je suis stupéfait de la myopie ou de l'inconscience. Le premier défi géopolitique, c'est le doublement de la population africaine dans les 30 ans qui viennent. Il n'y a jamais eu un choc démographique dans l'histoire des hommes aussi fort en aussi peu de temps, si vous regardez. Et quand on connaît la situation de l'Afrique, de la Méditerranée, le problème de l'Europe, il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour comprendre qu'une zone de haute pression, une zone de basse pression, ça fait un orage. Et là, c'est la brasse coulée. On se demande d'ailleurs ce qu'ils se disent dans les sommets européens à la con. C'est incroyable, incroyable. Donc oui, si j'étais en tout cas président de la République, je ferais immédiatement des réunions d'urgence, avec obligatoirement aussi les autres chefs d'État, je verrais ceux sur qui on peut compter, je mettrais en place immédiatement des dispositifs pour prévenir, si tant est que ce soit encore possible, une invasion migratoire, je pèse le terme, et je ne porte pas de jugement de valeur. Mais qui sèmerait le chaos à la fois dans les pays de départ et dans les pays d'arrivée. Et les pays de transit. Et dans les pays de transit, n'en parlons pas. Mais ce qui est impressionnant, mais en fait, quand on regarde... Vous savez, quand j'étais étudiant, je ne comprenais pas, quand je lisais les livres sur l'entre-deux-guerres, le réarmement allemand, la Rhénanie, etc., je ne comprenais pas comment la classe politique de l'époque avait pu se laisser bluffer. Et je comprenais même pas l'aventure gaullienne. Ce pauvre général qui disait des vérités sur les divisions mécaniques, personne n'écoutait. Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Et après 10 ans dans les cercles du pouvoir à la frange, puisque je suis pas dedans, mais je les vois quand même fonctionner, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Il y a tout. Aujourd'hui, toute personne sensée qui sait lire des livres, lire des journaux, regarder la télévision, regarde les choses, voit la tragédie grecque qui est en train de se mettre en place. On a tout. Et pour autant, c'est comme une tragédie grecque, on a l'impression d'un enchaînement d'événements avec des dirigeants ballottés et spectateurs. Et moi, mon engagement politique, ma raison d'être, c'est ça, c'est de dire, mais il faut faire quelque chose. Et vous allez faire quoi alors? Eh bien, je bâtis un projet politique pour réveiller les Français et leur dire il est temps de changer de politique, il est temps de reprendre en main le navire. Non, mais sur les flux migratoires, vous allez faire sur les quoi? flux migratoires, il y a plusieurs politiques à mettre. Il n'y a pas une politique. Sur le flux migratoire, pour moi, il y a
4 grands axes majeurs. Le premier, c'est de remettre un contrôle national à nos frontières. Ça fermera pas tout, mais ça filtrera. Le deuxième, c'est de n'accepter les traitements de demande d'asile que si les gens restent dans des centres de rétention aux frontières. Sinon, Vous avez déjà visité un centre de rétention administratif? Oui, j'ai vu. Il y a eu à Roissy. Troisièmement... Vous avez fait Mayotte? Non, j'ai pas été. Je dois y aller bientôt. Quand j'étais à La Réunion, j'ai pas pu y aller. Troisièmement, il faut utiliser les forces militaires qu'on a. À quoi servent les crédits qu'on a pour détruire les barques de passeurs? On va pas me dire qu'on n'a pas 30 milliards de budget militaire par an et on n'a pas l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France pour être incapable de voir les 200 passeurs qui exploitent la misère humaine et qui assassinent les gens au milieu de la Méditerranée. Bon. Et la Turquie, là-dedans? On va parler de la Turquie. Et quatrième point, un plan de co-développement africain qui est vital, qui n'est pas facile, parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut le mettre en œuvre. Mais quand même, quand la Banque Centrale Européenne donne 1000 milliards d'euros aux banques, 80 milliards d'euros par mois en refinancement, on ne va pas me dire qu'on n'est pas foutu de prendre une partie pour faire des prêts à long terme, pour développer ce continent, pour éviter la désertification du Sahel, règle du libre-échange, recréer un marché africain des denrées alimentaires. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Ce serait la Banque Centrale Européenne qui prêterait directement aux Africains ou à des entrepreneurs français? On verra. Je préférais que ça passe par la France. Mais ce que je veux dire, moi, j'ai pas de la réponse à tout, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des choses élémentaires qui peuvent être faites. C'est-à-dire, on prend la barre du navire et on pivote. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, qu'on va tout faire bien, mais il y a à faire. Et puis, vis-à-vis de la Turquie, arrêter la soumission. On me dit on peut rien faire vis-à-vis de la Turquie. Si, on a des accords de libre-échange. Et là, je peux vous dire qu'on a une arme. Eux, ils ont l'arme des migrants, mais nous, on a l'arme du libre-échange. Bon, on surtaxe de 200% les produits turcs. Ça ne va pas durer 15 jours, hein, l'économie. En attendant, le problème, c'est pas ça. Pardonnez-moi, le problème, c'est pas de savoir ce qu'on doit faire. Cette inertie. Attendez, le problème. Cet énorme navire. Attendez, le problème, c'est pas de savoir parce que souvent, on me pose des questions. Est-ce que vous feriez bien, et tout, etc. Le problème, c'est pas de savoir ce qu'on doit faire, on sait. Bien sûr qu'on n'a pas les détails parfaits, mais on n'est pas au pouvoir. Le problème, c'est comment on prend le pouvoir à une classe d'incapables et de corrompus. Vous pesez vos mots? Oui, je le pense. Je dis ce que je pense. Vous m'invitez, je dis ce que je pense. J'espère. C'est tout. Macron, je suis gêné. Macron, il est corrompu? Valls, il est corrompu? Je leur laisse le choix. Benoît Hamon, il est corrompu? Je vous laisse le choix. D'accord. Le bénéfice du doute, c'est ça? Écoutez, soit ils sont incapables, soit ils sont corrompus. D'accord. Non mais j'ai peur. C'est tellement évident. Et d'ailleurs, je crois qu'on les surestime souvent. Il suffit d'aller leur serrer la main. Hein. On les surestime. Donc, pendant Attendez, je veux finir un point là-dessus. Non mais vous me dites qu'on a du temps. Oh, oui, non mais c'est vous, il n'y a pas de problème. Non mais c'est important. Oui. Parce que si on ne comprend pas les personnes, et le jeu, la manière dont ça se passe, je pense qu'on n'a pas la bonne thérapie. En fait, souvent, je pense que on voit des complots, de la corruption partout. Non, il y en a certains qui tirent leurs épingles du jeu. Mais eux sont pris dans une espèce de tourbillon d'événements, avec le problème de la dictature médiatique, avec le problème des intérêts tout basiques, avec le problème de la course au suffrage, avec le problème du manque de culture historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un responsable, il n'y a pas un... vous voyez, il y a une espèce d'enchaînement néfaste. Et c'est ça qui est terrible. Et moi, ma plus grave interrogation, quand j'ai des moments de doute, parce que je suis un être humain comme les autres, c'est de me dire comment dans un système médiatique de l'événementiel, du zapping, du spectacle, et c'est pas que la faute des journalistes, hein. Il y a des journalistes très bien, contrairement à ce qu'on dit. Comment dans cette espèce de... Non mais il y en a. Il y a des gens, je peux vous dire, j'en connais, qui sont... Comment vous faites pour vous informer? Comment je fais pour m'informer? Je m'informe, je suis très curieux. Je crois que c'est ma force. En tout cas, ça explique ma révolte. C'est que je suis très curieux de tout, je m'informe beaucoup. J'étais longtemps très papivore, c'est-à-dire que j'aimais beaucoup lire de tout, dans les journaux, partout, parfois des petites nouvelles. Internet est une mine. Et surtout, j'ai un réseau d'informateurs très particulier. Je crois que je suis un des seuls hommes politiques à ce point
à avoir sur mes mails des trucs très bizarres de partout. Quand je dis très bizarre, ça peut être une Madame Michu qui est au fin... des policiers qui m'envoient des trucs marrants, des gens très différents, des chefs d'entreprise, des responsables associatifs. J'aime bien l'information éclectique. Même mes collaborateurs se plaignent en disant que je perds du temps à m'informer trop différemment. Mais moi, je pense que c'est une richesse. De ne pas être prisonnier, c'est ma terreur, de ne pas être prisonnier d'une seule source d'information, de son propre milieu social, de son propre... Ça a été le secret de ma réussite dans ma ville, je crois. Dans ma ville, ça surprend toujours, c'est que je suis extrêmement bien informé de tout, par des gens différents. Ça peut être le concierge du coin d'une résidence, qui a un rapport direct avec moi, ça peut être le gardien d'un stade, ça peut être... Et c'est des liens humains, sympas. Et ils m'ont sauvé des dizaines de fois. La petite information qui vous dit « Attention, monsieur le maire, là, vous déconnez. Vos services déconnent, ou j'ai entendu ça. » Vous voyez, cette espèce d'ouverture. Ça, je pense, c'est très important. Et les milieux sociaux français sont trop canalisés, cloisonnés. Le problème de la France, c'est cette absence de... C'est marrant, il parle tout le temps de diversité et d'identité, de respect des identités, machin et tout. Il n'y a pas plus homogène, centralisé, fermé à l'évolution du monde. On va continuer sur la géopolitique. L'Arabie Saoudite, la Turquie, la Syrie, l'Égypte, la Russie, les États-Unis. Je vous écoute. Précisez votre question. La schizophrénie diplomatique française avec l'Arabie Saoudite, le Qatar. On commence par ça ou vous voulez plus simple? Non, mais allez-y, moi je réponds aux questions. Comment vous expliquez qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite? On doit gagner de l'argent. Y compris des laboratoires P4. On a vendu un laboratoire P4 à l'Arabie Saoudite. Ah oui, je ne savais pas. Bah, il faut demander à votre gardien. Non, mais ce qui est clair, c'est que notre diplomatie a perdu le Nord. C'est-à-dire... Elle a perdu le Nord parce qu'elle est opportuniste pour sauver de l'emploi en France et faire revenir des devises, ou elle a perdu le Nord parce qu'elle est dirigée par des gens aveugles? Les deux. Elle a perdu le Nord aussi parce que je pense qu'on est dans le court-termisme. Il n'y a pas d'analyse. Qu'est-ce qu'une politique étrangère? Vous savez, j'ai beaucoup discuté avec l'ancien conseiller du général de Gaulle, Pierre Maillard. Pierre Maillard est venu me soutenir pendant la campagne présidentielle de 2012, très émouvant. Il a été le conseiller diplomatique du général de Gaulle. Très âgé, mais conseiller diplomatique. Et il me disait toujours, mon petit Nicolas, une politique étrangère est d'abord au service de l'intérêt national. Et une politique étrangère n'est qu'un bras d'une pensée stratégique. Quelle est la pensée stratégique de la France? Quel rôle elle veut avoir? Qu'est-ce qu'elle défend? Comment on hiérarchise ça? Après, c'est la conséquence. Mais là, on a tout inversé. On a des politiques par pays en fonction des clientèles, des ventes, des chefs d'entreprise, des corruptions peut-être, des copinages, des sympathies. C'est pas ça une politique étrangère. Ce qui fait que la politique étrangère, elle navigue comme un bouchon sur l'eau et avec des contradictions absolument prodigieuses, majeures. Les contradictions entre des liens trop étroits et nos intérêts évidents. Voilà. La Russie? Sur la Russie, c'est très simple. Moi, on m'accuse d'être pro-russe, c'est absurde. Je suis ami de la Russie parce que je pense que c'est un grand peuple. Comme on pourrait être ami des Américains parce que c'est aussi un grand peuple. Mais on doit à tout moment se dire j'ai la politique de mes intérêts. Point. J'estime qu'aujourd'hui, il y a plus de danger venant d'un fanatisme islamiste au Moyen-Orient que de la Russie. Comme je dis toujours à certains journalistes qui me posent des questions indignées sur la Syrie, je leur dis, jusqu'à présent, c'est pas Assad ni Poutine qui ont tué les gens au Bataclan et à Nice. Bon. Donc revenez me voir plus tard quand ça sera le cas. Je veux dire, c'est une forme de provocation. Mais il y a un moment, ça suffit, quoi. Donc moi, ce que je vois, c'est les intérêts du pays. Aujourd'hui, on a des intérêts convergents et pas divergents. Comment on fait pour arrêter le terrorisme? Oh là là, il y a tellement de strates, de causes différentes. Allez, on s'en fait 3. C'est déjà réducteur. Premièrement, d'abord,
on améliore notre information. Si on n'avait pas fermé notre ambassade en Syrie, on n'en serait peut-être pas là aussi. Hein, donc, être mieux informé. Mais je ne suis pas assez bon et je ne suis pas au pouvoir pour vous dire les secrets des renseignements. Deuxième point, on a une politique étrangère plus cohérente. Et ce qu'on a fait en Syrie est un exemple même de tout ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ça restera dans les écoles d'histoire comme le ratage diplomatique et militaire le plus intégral. Et puis troisièmement, on ne luttera pas contre le terrorisme si on ne reconsidère pas la mondialisation inhumaine, mercantile, inégalitaire, qui est en train d'emporter le monde. Parce que le terrorisme, c'est une forme aussi de désespoir, de violence, qui a des causes. Ça ne veut pas dire que j'excuse le terrorisme, hein, qu'on soit clair. Mais on peut essayer de comprendre les causes, les terreaux. C'est-à-dire une société... souvent, Dieu sait si je combats le fondamentalisme islamique, mais ce n'est pas avec le consumérisme occidental suffisant et la pauvreté de masse qu'on arrivera à éradiquer le... Voilà, il faut quand même réfléchir un peu plus loin. Une troisième, non? Ben, ça fait 3 déjà. D'accord. Après, on peut en avoir plein d'autres. Comment on fait militaires. Ce qui est extraordinaire, c'est là où la vie politique est incroyable. C'est rien, une mémoire courte, mais ça c'est le problème médiatique. Les médias ne mettent plus en perspective les choses. Donc, quand vous pensez que c'est quand même Nicolas Sarkozy, François Fillon qui ont supprimé 45 000 postes de militaires et qui maintenant nous font des grands discours sur le réarmement de la France. Et que Hollande avait continué. 70 000 postes de militaires supprimés en 7 ans. Je me souviens d'une séance surréaliste en commission de défense nationale. Dans les années sous Sarkozy début, il y avait l'inénarrable Morin, ministre de la Défense, et qui venait nous expliquer qu'il fallait plus de bases en Afrique. Et qui faisait Abu Dhabi, et l'Afghanistan, etc. Djibouti, non? Comment? Djibouti, il avait dit... Non, c'était le Sénégal qui voulait fermer, puis Djamena, ou je ne sais plus où. Bref, et j'étais intervenu en disant, enfin attendez, quand on connaît le développement de l'Afrique qui va arriver, quand on voit les richesses qu'il y a en Afrique, quand on voit l'affaire de la Chine en Afrique, quand on voit tout ça, dire qu'il ne faut plus de base en Afrique et qu'il faut tout mettre à Abu Dhabi et en Afghanistan, enfin, il n'y a pas besoin d'être un grand géopoliticien pour dire que c'est débile. Ben voilà. Et tout le monde était enthousiaste et applaudissait le père Morin. 2 ans après, on a dit, ah bah c'est une connerie. Voilà. Court terme, absence de vision, absence de recul. Mais je ne dis pas que j'ai raison sur tout, je ne suis pas parfait, mais il y a un minimum quand même. La dette? La dette, il faut emprunter directement auprès de la Banque de France à 0%, comme l'avait fait le général de Gaulle, par le principe des avances remboursables, et nous aurions un tiers de dette. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 2000 milliards, nous serions à 600. Voilà. Alors, la dette qu'on a contractée, là, les 2200 milliards qu'on a contractés... Eh bien, je propose une mesure très simple. Je propose de rembourser, parce que je ne veux pas rentrer dans un système de défaut organisé, mais je suis plus subtil, je vais prendre les mêmes armes. Je réemprunterai à 0% auprès de la Banque centrale pour rembourser la dette à intérêt. Et je le ferai, je l'avais déjà proposé en 2012, j'étais l'un des seuls à l'avoir conceptualisé, avec un programme de 100 milliards par an, et on réduisait les charges d'intérêt du budget de 17 milliards au bout de 5 ans. J'ai refait le calcul, si là, parce que j'actualise mon programme, c'est normal, faut être précis. J'ai calculé comme les taux d'intérêt ont baissé, comme les taux d'intérêt ont baissé, si on empruntait le déficit budgétaire français à 0% auprès de la Banque centrale, on économise à peu près 2 milliards d'intérêts par an cumulés. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on économise 8 à 10 milliards. C'est curieux, tous ces gens qui veulent économiser sur les policiers, sur les militaires, sur les infirmières, ne pensent jamais économiser sur les intérêts d'emprunt. À votre avis, pourquoi? Ben, vous le savez, c'est moi qui devrais vous renvoyer la question. C'est un des points majeurs. L'escroquerie de la dette. Mais j'étais un des premiers à le soulever, et je continuerai inlassablement. Donc on ne la répudie pas? Je ne la répudie pas, je l'absorbe en faisant du judo. Oui. L'Europe, on reste dedans, on sort, on en fait quoi? On la transforme de fond en comble ou on s'en va? Tout seul avec vos petits bras? Oui, parce que la France, c'est pas des petits bras. La France, c'est la France. C'est un pays qui a 1000 ans d'histoire, plus même. C'est un pays qu'est la France. Et c'est un pays qui, en tout cas moi à l'Élysée, ne se laissera plus marcher dessus.
Et donc, si vous n'arrivez pas à France, c'est pas réformer... une merde. Bah, j'espère bien, quand même. Oui. Si vous Donc arrivez... la France, elle se fait respecter. Et donc, si vous Et arrivez... quand la France se lèvera et dira « stop », cette construction dictatoriale qui a défiguré l'idée européenne s'effondrera comme un château de cartes. Parce que le jour où la France fera ça, vous en faites pas, l'Italie et les autres le feront. Je n'ai aucun souci là-dessus. C'est toujours ce défaitisme français, cette espèce de manque de confiance en soi, d'une nation qui est une grande nation, qui va céder face... Mais vous faites ça, ça tombe. C'est un château de cartes qui ne tient que par la collaboration. Et j'emploie ce mot à dessein. Des élites des différents pays. Donc, est-ce que vous avez envisagé une dislocation de l'Europe? J'ai envisagé mieux, parce que je ne me réjouis pas. L'enjeu, c'est pas de détruire. L'enjeu, c'est de reconstruire. Et je suis le seul à avoir publié un traité alternatif, que vous trouvez sur mon site internet, pour une Europe des projets et des nations libres. Plus exactement, des nations libres et des projets de coopération variables. C'est-à-dire, c'est très simple, nous récupérons nos lois, nos frontières, nos budgets, notre monnaie. Nous vivons, nous assumons nos responsabilités, nous avons un seul ordre juridique national, une démocratie. Et cette démocratie coopère avec les autres démocraties sur la base de coopération à la carte, sur des enjeux où nous ne sommes pas assez forts pour travailler seuls. Et on le fait à 3 ou 4 pays. Ce qu'on a fait avec Airbus, on était largué par les Américains, on avait reconstitué une industrie aéronautique, eh bien on a pu rattraper le retard, ça a mis 30 ans, 40 ans, on l'a fait. On avait le nucléaire, Général de Gaulle a reconstruit une industrie nucléaire, au début il ne l'avait pas, hein. Ça s'est fait à la force du poignet. Et qu'on ne me dise pas que la France, à la fin de la guerre, était la 5e puissance mondiale. On est un pays en ruine. Et on l'a fait. Il n'y aura pas de fuite de capitaux ou d'évasion fiscale avec ce projet-là. Il n'y aura pas de fuite de capitaux et de mesures fiscales parce que il y aura, si ce sont des gens déraisonnables qui font ça. C'est quoi des gens déraisonnables? Ce sont des gens qui pensent que en sortant de l'Europe, on va raser gratis et qu'on pourra dire aux Français, votre SMIC est à 3 000 €, la retraite est à 60 et bonnes gens dormez, tout va bien. Non, moi j'ai jamais dit ça. Moi ce que je dis, c'est Français, vous voulez être un peuple libre? Vous voulez que vos enfants vivent bien? Il va falloir faire des efforts collectifs, mais ils seront partagés et on va s'en sortir ensemble. Donc moi, je propose une sortie de crise qui passe par une libération de l'Europe, mais qui passe aussi par des efforts nationaux. Et si les anti-européens ou les eurosceptiques, et c'est pas anti-européen parce que je tombe dans le piège adversaire, les anti-Union européenne... Vous êtes proche de Nigel Farage. Oui, j'aime beaucoup Nigel Farage. Mais Nigel Farage est anglais, moi je suis français. Le Brexit correspondait parfaitement à l'âme anglaise. Je ne pense pas que les Français élisent un président qui veuille le Frexit aujourd'hui. Je pense en revanche que les Français ont très bien compris le piège européen. Et moi, ce que je propose, c'est un contrat aux Français. Et je leur dis, c'est très simple. J'ai un projet, comme le général de Gaulle vis-à-vis de l'OTAN. Il avait un projet alternatif, il a été voir les Américains, les autres, ils ont refusé ce projet. Il est sorti du commandement militaire intégré. Moi, j'ai un projet alternatif, je vais voir les autres. Soit ils l'acceptent, et je pense qu'ils l'accepteront beaucoup plus, parce que le système, sinon, est mort. Et on le met en place, soit ils ne l'acceptent pas et on s'en va. Mais ce n'est pas le Frexit pour le Frexit. C'est reconstruire une Europe des nations et des projets. Pose ta question, c'était quoi ta question? On parle de contrat. Le contrat, quel pouvoir au peuple? Le pouvoir de maîtriser son destin. Alors une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire et rien dire. Exactement. Merci. Oui, enfin c'est déjà pas mal. De quoi? De rien dire? Non, de tout dire. C'est-à-dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il serait peut-être temps qu'on s'en souvienne aussi. Bon, il est valable pour tous les peuples de la Terre, sauf pour le peuple français. Bon, donc ça veut quand même dire quelque chose. Après, la question que vous posez à travers votre remarque désobligeante, c'est comment? La marque de fabrique. Comment? Mais ça me m'ébranle pas. Comment? C'est par un ensemble de règles. C'est le référendum, c'est le référendum d'initiative populaire, c'est la reconnaissance du vote blanc, c'est un peu de proportionnel à l'Assemblée, pour aérer tout ça, c'est la refonte du système médiatique avec la création de fondations où les Français seraient propriétaires de leurs médias, et certaines règles pour limiter le conflit d'intérêts. Bref, c'est un ensemble de choses.
C'est bien évidemment, à cause de tout, de reprendre le pouvoir à l'Union européenne, parce que ça ne sert à rien de parler de démocratie en France s'il n'y a plus de démocratie et que tout est à Bruxelles. Dans votre programme, vous évoquez le salaire universel ou pas? Non, je travaille en ce moment, et je le sortirai bientôt, donc vous avez un scoop, mais je ne veux pas trop vous en dire, parce que je ne veux pas qu'on prenne mon idée, sur l'emploi universel, ce qui n'est pas la même chose. L'emploi universel, comme en ex-Union soviétique? Oui, ben c'est beaucoup mieux que le salaire universel. Okay, alors ça va se matérialiser en quoi? Ben c'est qu'il y a un travail. Et vous allez faire travailler les gens? Ben, moi, je préfère faire travailler les gens que de leur donner un revenu sans travailler. Excusez-moi. Je trouve le débat sur le revenu universel ahurissant. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est pas de donner de l'argent, c'est d'apprendre à pêcher. Ouh. Oui, bah oui, c'est pas si idiot. Il avait tout inventé. Hein. Il avait tout annoncé. Ouais. Avant nous. Hein. Donc, ils étaient que 12. Non, on parle pas du même alors. Si vous voulez apprendre à quelqu'un à manger, vous lui donnez pas un poisson, vous lui apprenez à pêcher. Ouais. Ben, c'est un évangile. Bon, donc... L'écologie, on en est... Non, attendez, 2 secondes. Voilà, je vous en prie, moi c'est vous qui êtes arrivé avec 1 heure de retard, donc moi il n'y a pas de problème. Hein. Je vous ai prévenu. Quand vous voulez. Hein. Je reviens, je vous ai prévenu. Juste, je reviens à la question... Revenez à la question précédente, on est passé à l'écologie, mais... Le salaire universel. Oui, non, mais c'est très important. Bah oui, c'est pour ça que vous l'avez oublié. Parce que dans notre société, l'homme se réalise par le travail. Ce travail ne veut pas dire obligatoirement marchand. Il ne veut pas dire obligatoirement sous la même forme. Mais en revanche, se donner bonne conscience en donnant de l'argent toujours insuffisant, sauf à être injuste envers ceux qui travaillent. Je ne pense pas que ce soit la solution. Donc le revenu universel, le salaire universel, si c'est simplement un moyen pour les grandes entreprises de ne plus payer leurs salariés pour que l'État le fasse à leur place, je ne vois pas l'intérêt, et en plus c'est déresponsabilisant. En revanche, l'idée que dans une période de forte automatisation, de grands gains de productivité, parce qu'on n'a encore rien vu, et c'est normal, il faut se projeter dans la science, le monde va évoluer, on n'est pas en temps zéro. Moi je dis toujours, la vie c'est pas des photographies, c'est un film. Il y a une dynamique qui se crée. Quand on voit ce qui va nous tomber dessus avec la robotisation, avec le numérique, avec la médecine préventive, on a absolument besoin d'une réflexion qui ne se limite pas à dire il y a tant de millions de gens qui n'ont rien, donc on leur donne une allocation. Mais en revanche, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de remettre au travail toutes ces gens qui ne sont plus dans un travail marchand immédiat? En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi je veux qu'à chaque allocation, il y ait une contrepartie d'intérêt général et de travail. Comment vous allez le mesurer? C'est vous qui allez formuler le... Mais c'est déjà le cas. C'est lequel? Ne vous trompez pas, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas d'une certaine mesure. La fonction publique, dans certains cas, c'est le cas. Sans critiquer du tout les fonctionnaires qui travaillent bien. Non, mais je ne le dis pas méchamment. Non, non. Sans critiquer du tout la grande majorité des fonctionnaires qui travaillent bien. Mais on sait très bien qu'il y a une forme d'ajustement. Les emplois aidés, c'est quoi? Simplement, on a une vieille mentalité. C'est curieux d'ailleurs, on a une vieille mentalité judéo-chrétienne qui interdit de se poser la question de l'emploi universel et qui en même temps se permet de poser la question, d'apporter la réponse du revenu universel sans travailler. Ben moi, je pense que j'ai trouvé la solution. Et en tout cas, on y réfléchit. On présentera pour la présidentielle, dans quelques semaines, un projet très original. L'écologie. C'est pour moi un vrai défi. J'ai toujours été stupéfait que l'écologie soit capturée par des libertaires, parce que la protection de la planète, la défense de la nature, le respect des cycles, ne devrait pas être une valeur par des cultivateurs de cannabis, quoi. Et ne devrait pas être monopolisé par eux, quoi. Non, ce que je veux dire, c'est que les Verts... Les Verts sont des cultivateurs de cannabis. Ouais, les Verts dans l'ensemble. C'est quoi ce raccourci, là? J'ai le droit d'avoir vous avez déjà fumé du cannabis? Non. Vous devriez, il faut s'en déconner. Hein. J'aurais dû. Ça va vous ouvrir les chakras. Hein. Mais en tout cas, moi, je vous dis que l'écologie politique à la française, ces Verts gauchisants et libertaires, ont fait beaucoup de tort. Vous allez faire quoi, à l'environnement. Vous gardez le nucléaire, vous gardez pas le nucléaire? Alors, plusieurs choses. D'abord, je pense que sur l'environnement, il faut sortir du gadget et passer à la masse. Le coût marginal de certaines opérations est délirant,
Je vais prendre un exemple. On invente des normes absolument délirantes pour les bâtiments publics, très coûteuses, pour les nouveaux bâtiments. Et en même temps, on n'est pas foutu de mettre en place des incitations financières qui seraient très peu coûteuses, mais avec un gain marginal colossal pour isoler les millions de logements des Français moyens qui, s'ils pouvaient avoir un prêt à T0 sur 3 000 €, un microfinancement... Ça fait économiser 3 centrales nucléaires. Ok. Exact. Oui, mais attendez, vous rigolez. Vous non, moquez. mais je rigole pas. C'est fondamental. Fondamental. Je veux qu'on change de braquet et qu'on arrête le gadget, la gadgetisation bobo de l'écologie pour venir sur une grande échelle. Donc vous proposez deux mesures. Un bonus-malus pour les 20 millions de véhicules à foutre à la ferraille, qui polluent trop, et une incitation à prêt à taux zéro et de microfinancement participatif facilité pour tout ce qui permettrait de réduire la facture énergétique des Français. C'est colossal. Et ça vaut mieux que de mettre de l'herbe sur les abribus parisiens, quoi. De l'herbe sur les abribus. Vous n'avez pas vu la dernière innovation de la Anne Hidalgo? Mais de l'herbe qui se fume ou de l'herbe les deux qui se peut-être, mange. d'ailleurs. Je connais pas, je fume pas. Mais c'est peut-être, faut peut-être grimper à l'abribus pour couper l'herbe. Vous n'avez pas vu ça? Non. Ah bah, vous verrez, les nouveaux abribus, il y a de l'herbe qui pousse sur le haut, c'est écologique. C'est l'écologie. D'accord, le nucléaire. Sur le nucléaire, je pense qu'on ne peut pas se passer du nucléaire aujourd'hui, mais je voudrais qu'on passe à la génération au thorium. On est en train... Alors, si vous me permettez de vous ouvrir une parenthèse, parce que c'est un sujet relativement complexe qu'on maîtrise. Oui. Donc le thorium, vous avez vu donc le documentaire de la famille Robert, qui est passé sur Arte, non? Je ne l'ai pas vu. On vous le conseille fortement. Revenons un petit peu sur notre cinquantaine de réacteurs nucléaires. Vous en faites quoi? Mais je les garde, mes 50... pour l'instant, je les garde. Mais combien de temps? Et je prépare la suite. Non, mais vous les gardez combien de temps? Vous savez qu'ils étaient prévus pour une certaine durée, qu'ils ont été allongés, que certains parlent de 20 ans en plus. Je ne suis pas un expert là-dessus. Il faudra voir en temps utile. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prévoir le renouvellement. Il faut prévoir le renouvellement, d'accord. Et moi, je vous demande, est-ce que vous avez anticipé et modélisé la déconstruction des réacteurs nucléaires? Je sais que c'est un rude défi. À combien ça coûte par réacteur? Vous le savez sans doute plus que moi. Il faudra demander à Bernard Eisenberg. Donc, nucléaire, vous n'avez pas plus creusé que ça? Et si, on a creusé. Enfin, ne me demandez pas de faire ce que personne ne peut faire. C'est-à-dire personne ne peut faire. C'est-à-dire que on se retrouve avec 54 réacteurs nucléaires indécommissionnables, c'est ça? Mais il faut l'anticiper et il faut surtout prévoir la nouvelle génération. Il faut peut-être possible provisionner. Mais bien évidemment. On en est où avec ça? C'est un vrai défi. Qui se chiffre à combien de milliards? Je ne peux pas vous le dire. Vous le savez, donc dites-moi la réponse au lieu de me poser la question. Je ne vais pas vous dire la réponse. Je suis pas là pour vous le savez, alors... c'est environ 1000 milliards par réacteur. Au minimum. J'avais pas ces chiffres. Il faut vous renseigner. Donc le thorium. Expliquez un petit peu à nos auditeurs le thorium. En tout cas, je pense que c'est par la recherche qu'on arrivera à s'en sortir. Et qu'il ne faut pas une écologie, immobile et castratrice, mais il faut inventer les énergies de demain. Quel sera le panneau solaire de demain à haut rendement énergétique? C'est là le point clé, et d'investir massivement là-dessus. Deuxième point, nous sommes en train de travailler, je vous en dirai plus dans quelques semaines, sur l'affaire du thorium qui me paraît intéressante, mais on m'explique qu'il faut en même temps 30 ans pour passer à une phase de la phase expérimentale, une phase... c'est l'Inde ou la Chine qui d'ailleurs a commencé à travailler dessus. La Chine. Donc bref, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut que notre pays retrouve une vision stratégique et des investissements à long terme. Qu'est-ce qui pollue le plus selon vous? Est-ce que c'est les gaz d'échappement, l'activité industrielle ou l'élevage? On nous dit que c'est l'élevage, d'après ce que j'ai entendu. Mais ça peut être le reste, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous pensez des conditions d'élevage, des fermes aux 1000 vaches ou 500 Je suis hostile à la ferme aux 1000 vaches, mais il suffit pas de dire j'y suis hostile. J'ai été la visiter pour me rendre compte. Vous êtes végétarien? Non. Vous comptez l'être? Non. Est-ce que vous comptez donner l'exemple? Mais j'ai pas donné l'exemple. Je ne veux pas qu'on passe d'un excès à l'autre. Donc on n'emmerde pas les gens. S'ils ont envie de manger de la viande, on a encore le droit de manger de la viande. En revanche, on peut manger équilibré et chacun mange qui lui veut. On n'est pas en dictature. Voilà, non mais on va pas tomber dans le... En revanche, je suis hostile aux fermes des 1000 vaches. Pourquoi? Parce que ça déstabilise totalement notre élevage. Nous avons un pays d'élevage, nous avons des territoires. Je suis pour une politique agricole renationalisée si nous n'avons pas d'accord à Bruxelles. Ou alors on recrée une politique agricole commune réelle.
Et je suis pour Combien des la quotas. France Je suis pour des quotas laitiers, je suis pour des prix garantis, je suis pour qu'on défende une agriculture humaine qui participe à l'écosystème. Je suis aussi pour qu'on réduise fortement les intrants de toutes sortes qu'on met dans la terre et qui sont un des principaux problèmes aujourd'hui écologiques. C'est un vrai défi, le lien entre la santé et l'environnement. Et d'ailleurs, dans mon programme, l'écologie est principalement liée à la santé publique. Et à l'alimentation, donc. Mais bien sûr, c'est le problème clé. Mais si j'avais toutes les solutions, je serais un surhomme. Donc vous avez formé une équipe béton autour de vous pour vous conseiller? Mais il faut. Vous êtes combien dans votre équipe? Ça dépend ce que vous appelez mon équipe. À Debout la France, il y a 15 000 adhérents, ce qui est déjà pas mal. 15 000 réels adhérents. Ils payent combien pour être adhérent chez vous? 10 €. D'accord. Et... Combien vous gagnez? Qui? Vous? Moi? Oui. À titre personnel? Oui. Eh ben, le prix d'un député, 5 000 €. 5 100 € net, c'est ça? Voilà. Plus 5 ma 100, fonction ouais. de maire qui est plafonnée en fonction de la fonction de député. Donc je dois être à... Je suis un peu moins de 5 000 parce que je vois sur ma fiche c'est 4 600. Alors je ne sais pas pourquoi ce qu'ils gardent. Et je dois avoir un petit emprunt, je ne sais pas ce qu'il y a, ou une petite cotisation. Je crois que j'ai pris le maximum en assurance vie, enfin pas vie, décès, vous voyez, si je me fais écraser. Et je dois toucher 1 700 ou 1 800 en tant que maire, écrété. Donc c'est un cumul des mandats, ça? Oui, j'ai un cumul des mandats, mais vous savez, contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas le cumul total des rémunérations. D'accord. Je n'ai aucune autre revenu. Vous êtes à jour dans votre déclaration fiscale de patrimoine? J'espère, cher monsieur. Je vais vous dire. La chance que j'ai, c'est que depuis que j'ai quitté l'UMP et que j'ai pris un parcours indépendant, j'ai été très surveillé. Vous avez eu combien de redressements fiscaux? J'ai pas eu de redressements fiscaux. Contrôle? Mais j'ai eu beaucoup de contrôles. Combien? Plusieurs lettres, mais qui n'ont toujours été nickel. Et ma ville est sans doute la mieux gérée de France, parce que je crois que le contrôle de légalité dans ma ville en Essonne, par les différents préfets, a toujours été fait de manière, avec un zèle. Qu'est-ce que vous pensez du partenariat public-privé? J'y suis totalement hostile. Pourquoi? Parce que je n'aime pas l'économie mixte. Je déteste l'économie mixte. Parce qu'il y a un mélange des gens et c'est pas clair. Et je vais vous dire, c'est beaucoup plus rentable d'investir et de gérer soi-même. Et je crois que la fonction publique peut être très performante. Moi, j'ai plusieurs... je pense... Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'idéologie chez moi. Je vais vous dire, par exemple, dans mon agglomération que je gère, j'ai 3 piscines. J'en ai une en régie et 2 en concession. Dans l'Essonne, il y a des... excusez-moi, pardon. Continuez sur la piscine. Oui, non, mais parce que je vais vous dire pourquoi je dis ça. Ouais. C'est qu'à une époque où mes piscines étaient en régie et les maîtres nageurs se mettaient en grève tous les mois de mai avant l'été, ça commençait à suffire et on n'était pas à 35 heures de travail, plutôt beaucoup moins. Donc à un moment, j'ai dit, maintenant, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, je vous aime beaucoup, mais il faut se remettre au travail. On va mettre une nouvelle piscine en concession. Et puis on a négocié le bout de gras et on a compris, et les gens sont intelligents. Et on s'est aperçu qu'une piscine bien gérée en régie, de fonctionnaires, de bons fonctionnaires de la ville, fonctionnait aussi bien qu'une piscine en concession. Mais c'est parce qu'il y a eu la concession qu'il y a eu un électrochoc dans la piscine en régie. Et je pense que j'aimerais qu'à terme, les piscines reviennent en régie peut-être, ou en équilibre. Et je pense qu'en vérité, ce sont des faux débats. Ce qui est important, c'est de jamais perdre de vue le service public. Le service public. Et l'idéal pour moi, c'est parfois du statut privé, mais avec un contrôle public. Ce qu'ont fait les Suédois très bien, d'ailleurs. Il n'y a pas de religion là-dedans. Il n'y a pas de religion là-dedans? Vous n'avez aucun dogme, rien du tout? Non, je n'aime pas les dogmes là-dedans. Alors revenons un peu sur le cannabis, alors. Pourquoi, le cannabis. Pourquoi vous modélisez les écologistes comme des fumeurs de cannabis? Parce que, vous voyez très bien ce que je veux dire. Non, mais si j'extrapole votre raisonnement, ils ont tous des dreadlocks, ils ont des chiens et puis ils se trimballent tout nus dans la rue. Oui, un peu, c'est un peu ça. C'est ça votre vision de l'écologie? Non, la vision de certains écolos qui ont décrédibilisé l'écologie. Attendez, regardez les Verts, c'est pathétique. Attendez. Yannick Jadot, une primaire. Oui, lui est pas mal d'ailleurs, dans un sens, ils ont redressé le tir. Vous pensez que c'est le cannabis qui a détruit les écologistes? C'est leur culture. Ils sont plus libertaires qu'écologistes. Voilà. L'écologie, elle est partagée dans tous les partis politiques et tous les Français peuvent être écologistes sans pour autant être dans un parti vert avec ses défauts et ses qualités.
Quand vous voyez le Colorado... Mais ils sont pas tous comme ça, bien sûr. Quand vous voyez le Colorado... Faut bien rire un peu, sinon... Bah, forcément, avec le cannabis, c'est plus facile, d'ailleurs. Quand vous voyez le Colorado légaliser le cannabis, avoir des millions de recettes fiscales en plus, avoir une prévention des risques liés à la drogue beaucoup plus effectif, avoir une baisse de la criminalité et des cartels mexicains, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'on se dit aujourd'hui, moi j'attends de voir. Ça fait... 2 ans. Ouais, 2 ans. Ouais. Attendez de voir. Quand l'Espagne est partie là-dedans, on a vu le résultat. L'Espagne, le Portugal, qui vient d'ailleurs d'enlever toute criminalisation de consommation de Moi, stupéfiants. je suis très sceptique. Je ne veux pas avoir d'a priori. Vous savez qu'on est le plus gros consommateur de cannabis mais je en le Europe. sais, je le sais. Je ne veux pas... En Essonne, d'ailleurs, ça fume beaucoup. Ah bon. C'est une bonne plaque tournante, d'ailleurs. J'attends de voir. Vous attendez de voir. Oui. Vous êtes pas C'est une bloqué... affaire trop grave. Trop grave, pourquoi? Le cannabis, c'est grave? Oui, c'est une affaire trop grave. Ce que je veux dire, c'est la santé de nos enfants. C'est une affaire trop grave. Vous préférez que vos enfants ils s'approvisionnent dans les cités, dans les zones, avec du matériel un peu trop non, puissant? non, ça c'est une démission. C'est une démission d'avance. Non, mais c'est pas une démission. C'est du sophisme. C'est-à-dire, Est-ce que vous avez vu les qualités de cannabis qui débarquent en France maintenant? Non, mais attendez. C'est lamentable. Je dis... C'est pas l'herbe de mai 68 quand vous étiez étudiant. Hein. Mais j'étais pas étudiant en 68, j'étais enfant. Donc, ne me vieillissez pas trop. Deuxièmement, je refuse cette espèce de démission. Comme on n'a pas réussi à maîtriser un phénomène, c'est une démission, on le c'est légalise. l'hypocrisie. Eh bien, il y a les deux. Entre l'hypocrisie... La situation actuelle est hypocrite, vous avez raison. Mais est-ce pour autant qu'il faut démissionner? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt taper les réseaux, s'attaquer aux vrais trafiquants, aux gros bonnets, à ceux qui vivent de ça? Comment on le dit en anglais, ça? C'est le war on drugs. Oui. C'est ça? Ben oui. Ça n'a jamais marché. Bah écoutez, le président philippin, il a l'air de s'y mettre, là. Bah, vous voulez faire ça en France? J'aurais du mal. Vous aurez du mal, pourquoi? Les Français vous empêcheront? Vous verrez. Moi, je demande à voir. Hein. En tout cas, le laxisme judiciaire, la mansuétude des autorités publiques à l'égard des trafiquants de drogue est insupportable. Et quand je vois les dégâts de la drogue sur nos enfants, sur les vies des gens, j'ai pas envie de rire avec ça et j'ai pas envie de céder à... Quels dégâts ça crée, la drogue chez les gens? Écoutez, la drogue, on sait très bien ce que ça crée. Ça crée des gens qui perdent leur capacité cognitive. Ça crée des gens qui vont pas bien. Et on pourrait dire aussi de l'alcoolisme, d'ailleurs. C'est quand même pas la panacée. Moi, c'est le tabac. C'est pas la panacée. Moi, je me réjouis pas de ça. Voilà. Et j'estime que quand on est un chef d'État, quand on est un homme politique, on cultive pas le déclin et la décadence. Voilà. Pour vous, le cannabis, c'est le déclin et la décadence? Mais comme l'alcoolisme, les ravages de l'alcoolisme, les ravages du tabac, c'est quand même débile d'accepter cette décomposition. Est-ce qu'il y a déjà eu une overdose? C'est quand même mieux de vivre, d'essayer d'élever le niveau plutôt que d'être une nation de fumeurs de cannabis. Vous trouvez que les fumeurs de cannabis n'élèvent pas le niveau? J'estime qu'on met en danger notre jeunesse et je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Voilà, je suis désolé de vous le dire, ça paraît peut-être ringard, mais je le pense. C'est pas ringard, pour moi, c'est une inopérance flagrante. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous me posez la question. J'ai le droit de penser ce que je veux et j'estime qu'un responsable public n'a pas à accompagner, à favoriser ce type de pratique. C'est-à-dire que les pouvoirs publics accompagnent avec l'alcool et le tabac et c'est normal. Mais je ne suis pas favorable non plus et je pense qu'il faut beaucoup plus... Vous allez supprimer l'alcool et le tabac quand vous serez président? Ça ne sera pas la prohibition, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Non, mais il y a des moyens quand même d'éviter ce qu'on voit. Lesquels? Tous les moyens ont déjà été employés. Le trafic de drogue, on n'arrive pas à l'endiguer en France. Mais on n'arrive pas à l'endiguer parce qu'on a une justice laxiste. Ah ouais. On se laisse complètement... on laisse des étrangers, d'ailleurs, en situation qui devraient être expulsés de France immédiatement. On a une faiblesse vis-à-vis des trafiquants, mais qui est incroyable. Vous connaissez la Suisse? Et qui s'explique, si je peux finir. Je vous en prie. Qui s'explique parce que certains gros bonnets, on doit avoir des bonnes complicités. Politique, financière, etc. Quand on voit ce que rapportent les mafias de la drogue dans le monde, on peut s'interroger. Bon, j'arriverai pas à vous faire lâcher un seul mot correct sur le cannabis. Non. Mais en revanche, je reconnais une chose, c'est que le système actuel est hypocrite. Donc je ne suis pas dans un espèce de déni de réalité du tout. La guerre contre la drogue est effective selon vous? Non. Il faut la faire, mais il faut la faire vraiment. À la philippine? Il faudrait éviter d'aller à cet excès, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Comment la France peut retrouver sa souveraineté numérique?
Ah bah c'est très simple et très compliqué à la fois. D'abord, il faudrait qu'elle prenne conscience du danger. Quand vous voyez Palantir venir au secours des services de renseignement français. Ça m'en fout. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a plus d'indépendance nationale. Microsoft dans la défense. Tout pareil, c'est insupportable. Jean-Marie Bockel qui fait un rapport sur les serveurs chinois et qui ne critique pas les serveurs américains. C'est très intéressant. Si nous enfin, c'est dramatique, mais ça fait des années que je le dis, des années dans l'indifférence totale. Totale. Mais vous savez, la liberté, c'est la fable du chien et du loup. Hein. On vous écoute. La Fontaine, vous connaissez? Non, mais les auditeurs, ils ne la connaissent pas. Oh bon, La Fontaine. Qu'ils aillent regarder la fable du chien et du loup. Voilà. Un conseil pour les jeunes générations? Ah, j'ai plutôt confiance dans les jeunes générations si elles ne sont pas trop embrigadées par la pensée unique. Parce que je vais vous dire, vous savez que ma cote de popularité... C'est quoi la pensée unique? Oh, bah, la pensée unique, vous la connaissez, c'est cette bien-pensance, enfin, tout ce que je critique. Vous savez où est ma cote de popularité la plus forte? Votre cote de popularité? Oui. La plus forte? Oui. 6,25%? Non, ça c'est pas la cote de popularité, ça c'est des votes. D'accord. Non, votre vote c'est 1,65. Non, ça c'est en 2012, désolé, Ouais. Ça n'a rien à voir. Bon, alors en 2017... Non, mais attendez, prenez les résultats des élections. Vous savez qu'on a fait autant de voix que les Verts ou que le Front de gauche au régional. Oui, mais mon père m'a toujours dit de ne jamais me comparer au dernier de la classe. Mais c'est pas la question. C'est que vous me comparez à quelque chose qui n'existe plus. Votre cote de popularité la plus forte? Les popularités Voilà. la plus forte, c'est les 18-24 ans. Les 18-24 Oui. ans? Vous voyez? Mais dans Comme quelle quoi? région? Dans toute la France. Toute la France? Regardez le Paris Match IFOP qui me suit depuis des années. Et vous verrez. Tous les sondages, les codes de popularité, vous savez, alors, moi je me fixe pas là-dessus, ça monte, ça descend, mais enfin c'est toujours à peu près pareil, c'est dans les 30%. Bien au-dessus de la plupart des hommes politiques. Alors en ce moment, Mélenchon, il y va fort. Hein. Mélenchon, il va fort peut-être. Ce que je vous dis, c'est pas ça. Vous Ça veut appellerez dire à que les voter jeunes. Mélenchon? Ça veut dire, attendez, que les jeunes, il y a les jeunes bobos parisiens enfermés dans leur certitude et qui dans la propagande et qui vivent pas d'ailleurs les difficultés des Français. Et puis il y a la vraie jeunesse qui, je peux vous dire, épouse de plus en plus mes idées. Si vous passez pas le deuxième tour et qu'il y a un Mélenchon... Mais pourquoi? Attendez, je me bats pour être élu. Je suis d'accord avec vous, c'est tout à votre honneur d'ailleurs de vous ça ne sentir m'intéresse gagnant. pas la question du second tour et du premier. Je me bats pour être élu, point. Et je fais appel aux Français en leur disant je suis le plus crédible pour réussir la rupture. Voilà. Maintenant, allez-y. Un conseil pour les jeunes générations. Être libre, Libre. dans leur tête. Comment on prend cette liberté? Ben, on la gère, c'est justement ça qui est dur. C'est pas facile d'être libre. Mais c'est toujours mieux que d'être un esclave ou une carpette, ou une limace. Vous êtes sur une chaîne de hackers, vous inquiétez pas, on connaît ça. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? J'aimerais vous demander qui vous êtes, mais je le découvrirai petit à petit. On est personne. On est personne, on a comme vous, des réseaux partout. Sûrement beaucoup plus que moi. Je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai des soutiens, c'est des soutiens humbles de Français qui aiment leur pays. Mais nous, on a ça à peu près partout. Et bien alors, c'est bien. Faisons affaire. Oh, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné, je ne suis pas pour légaliser le cannabis. Je suis désolé. Non, mais on milite pas pour la légalisation du cannabis. On se pose simplement la question à qui ça sert. C'est-à-dire que la guerre contre la drogue n'a jamais marché. Je comprends votre. On voit des milliards passer sous notre nez. Je comprends votre. Et on voit surtout une politique de prévention qui n'est pas là. On voit surtout des drogues débarquer en France de plus en plus fortes. C'est-à-dire que pour avoir moins de risques avec les douanes, ils préfèrent avoir une substance très concentrée. Et on expose des jeunes mômes à du cannabis génétiquement modifié. Pas l'herbe de vos parents en mai 68, ni l'herbe des écologistes à Woodstock. Donc nous, on se pose la question, est-ce que ça va continuer Mais c'est un vrai débat. Je vais vous dire, ce qui est drôle, c'est que dans cette affaire, enfin drôle, c'est que c'est le plus ancien de mon équipe. Je suis entouré plutôt de très jeunes. On a fait le pédigré de votre équipe, ne vous inquiétez pas. Qui ont et le plus ancien, c'est Dominique Jamais. Et c'est lui qui nous a abordé cette question en bureau politique, en disant « Nicolas, tu dois prendre une position différente sur
Cette affaire, c'est un problème majeur. Surtout si vous êtes élu par les 19-24 ans. Et vous savez, les gens votent heureusement pas sur des questions catégorielles, mais pour leur vision du pays. Qu'est-ce qu'on veut de notre pays? Il n'y a pas de subornation de vote en France? Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Je vous repose la question. Il n'y a pas de subornation de vote en France? Est-ce qu'on peut élever le débat? Est-ce qu'on peut se dire, est-ce qu'on en prend pour 5 ans avec les mêmes? Est-ce qu'on a le masochisme de voter pour des gens qui nous font souffrir depuis 20 ans? Ou est-ce qu'on essaye autre chose? Et si on veut essayer autre chose, qu'on essaye de ce qu'il y a de plus solide, sérieux. Voilà l'enjeu. Donc vous êtes solide et sérieux. Exactement. En tout cas, beaucoup plus que les autres. Nicolas Dupont-Aignan, merci. Merci à vous.